Chers amis et lecteurs du Méridional, bonjour et bienvenue dans ce top politique de la rédaction du Méridional où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Josso, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste est, je vous le rappelle, chers amis, au sein de la rédaction du Méridional, le responsable, l'analyste politique et économique. Et je voudrais, Jean-Baptiste, t'entendre aujourd'hui, à moins d'un mois du premier tour de cette si étrange élection présidentielle. Je voudrais ton analyse assez générale sur cette élection, sur cette campagne qui n'en est pas une, qui nie pas son mot, qui nie pas son nom. Quelle est ta vision de ce qui se passe aujourd'hui? C'est une campagne très spéciale, un peu inédite en France, puisque le président sortant dirige la France dans une situation de pré-conflit, on pourrait dire dans une situation assez conflictuelle, où on intervient entre la Russie et l'Ukraine, côté Ukraine, en se posant des questions aussi sur les intérêts et l'avenir de l'Europe dans cette situation. Donc, il y a un petit peu une fidélité où on pose la figure du chef de l'État, du chef des armées. On se rappelle aux États-Unis que Bush Junior avait gagné une élection comme ça à l'entre-deux tours, où on ne change pas de chef pendant qu'on est en guerre. Donc forcément, ça efface un peu les débats, puisqu'il est beaucoup plus dur de se retrouver citoyen face au candidat qui a envie de challenger ce candidat et de voir les candidats se challenger entre eux. Mais on a tendance à se retrouver patriote face au président, face au chef des armées, à tenir bon dans un conflit. Donc le climat de débat n'est pas là. Une campagne sans débat, c'est très compliqué. La présentation des programmes est assez limitée. Et puis, l'opposition est assez faible face à la Macronie. Aujourd'hui, on a une droite qui a eu beaucoup de mal à faire émerger un candidat. Ça a été Valérie Pécresse. Et très vite, il y a eu une forte déception, y compris dans ses soutiens qui ont rejoint le président de la République ou Éric Zemmour pour une grande partie. On a un Jean-Luc Mélenchon érodé un petit peu, hein, c'est toujours le même numéro qui se relance et ça marche peut-être de moins en moins. Absence de renouvellement pourrait convenir aussi à Marine Le Pen qui continue à faire des gros scores sans apporter grand-chose. Il y a eu une sensation souverainiste avec un Zemmour qui est parti fort dans cette campagne, qui a fait beaucoup parler de lui, mais qui finalement n'a pas présenté beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités, n'a pas présenté grand-chose en fait dans cette campagne en termes de contenu, elle laisse un peu sur sa fin. Zemmour d'ailleurs, pardon de t'interrompre, moi je pense qu'il fait une erreur fondamentale, c'est qu'il a pensé pouvoir peut-être gagner sur un seul thème. Il est monothème, il est monolithique en quelque sorte. C'est sans doute une grave erreur politique. Exactement. Et puis, surtout, il était sur un thème négatif. Au lieu d'être le président qui pousse un modèle positif, il s'oppose. Il est rentré dans un rôle d'opposant trop fort et pas de candidat qui propose. Et là où, pour faire le constat, pour être un polémiste, il avait très peu de challenger et d'égal, parce qu'il faut lui reconnaître ce talent. En tant que candidat, quand il a fallu proposer, fédérer autour de propositions et de projets, ça s'est un petit peu essoufflé. Et malgré le fait que les scores soient intéressants, qu'on n'ait plus de doute aujourd'hui vraiment sur ses capacités à réunir les 500 signatures, puisque c'est fait, qu'on n'ait plus vraiment de doute sur sa capacité à avoir des soutiens autour de lui, à avoir des noms souverainistes, malgré la présence d'une deuxième candidature souverainiste avec Dupont-Aignan qui maintient sa candidature, on ne sent pas de danger, de sensation de premier tour. Attention tout de même, quand on compte Dupont-Aignan, Zemmour, Le Pen, le camp souverainiste nationaliste additionné n'a jamais été aussi fort et représente une force politique qui, coalisée, pourrait au second tour faire un résultat. Donc il y a quand même quelque chose qui se dessine, un camp, une aspiration qui se dessine de ce côté-là. À côté, il y a un raté quand même de la campagne écolo, il faut le dire. On n'a jamais eu des idées écolo, une aspiration à un monde plus vert aussi présente, aussi transversale dans tous les camps. Mais la campagne de Jadot n'arrive pas à surfer sur cette vague et à devenir le candidat de ses idées. Ça reste, pardon de le dire, un candidat secondaire dans cette campagne qui ne se fait pas une place autour des grands candidats comme le président sortant ou les représentants des principaux partis.
la disparition du Parti socialiste, comme jamais, avec un score qui pourrait relativiser celui de Benoît Hamon la dernière fois et faire réaliser qu'il n'était pas si mauvais, avec Anne Hidalgo, le maire de Paris, qui a un risque de disparition de la scène politique nationale avec l'enjeu de cette campagne, des figures de la gauche comme Christiane Taubira qui n'a pas réussi à obtenir les 500 signatures, Arnaud Montebourg qui a arrêté sa campagne alors qu'elle avait à peine démarré, si on peut dire. Donc voilà, il y a une difficulté à construire une opposition, et il y a une difficulté à enchaîner une aspiration, une personnalité et des idées. Et aujourd'hui, la situation de guerre plus la faiblesse de l'opposition quand il s'agit de faire un choix d'adhésion semble profiter aux sortants, donc au président de la République actuel. On peut, JB, Jean-Baptiste, considérer avec des guillemets que Emmanuel Macron a beaucoup de chances d'être réélu. On va dire comme ça, une élection n'est jamais gagnée ni perdue d'avance, mais les choses semblent bien entamées pour le président sortant. Les véritables enjeux sont peut-être sur la législative de juin, car avec le quinquennat, on sait bien que le double enjeu, il est là. Il y a évidemment les 2 tours de la présidentielle, puis il y a ce qu'on appelle le 3e tour de la législative du mois de juin. Et j'ai envie d'y rajouter un autre enjeu pour le parti souverainiste et nationaliste dont tu parlais. D'ailleurs, je voudrais bien que tu nous donnes la différence entre nationaliste et souverainiste. Mais l'autre enjeu, c'est sans doute d'imposer, s'ils le peuvent, un peu de proportionnel dans tout ça. Alors, comment tu vois le 3e tour des législatives et la proportionnelle? Et puis, donne-nous ton éclairage sur souverainiste et nationaliste. Alors, on a plusieurs débats. Tu pointes quelque chose, on arrive à l'essoufflement de ce modèle démocratique. On le voit, il ne mobilise pas tous les Français, il ne fait pas émerger des candidats qui reflètent vraiment l'élite de la France, c'est-à-dire des super profils, des profils motivés. Quand je dis élite, ce n'est pas une minorité, c'est le meilleur de chaque frange de la société. C'est dans cette coupe transversale qu'il faut prendre le sens du mot élite. Les meilleurs représentants de chaque idée sont plutôt tournés vers la société civile aujourd'hui que vers le monde politique. Et il y a une disparition progressive aussi des partis. Donc, ce système s'essouffle. Donc, introduire de la proportionnelle, changer ce système, repenser un modèle démocratique, c'est sûrement un grand chantier. C'est d'ailleurs un grand débat. Il y a plusieurs candidats. Jean-Luc Mélenchon, à un moment, Arnaud Montebourg parlait de 6e République. Je crois qu'Éric Zemmour a prononcé aussi cette expression. Donc voilà, elle arrive tout azimut, un peu de tous les côtés, cette expression de 6e République. Et il y a sûrement une réforme de fond qui est nécessaire pour reconnecter la démocratie moderne et le français moderne. Maintenant, sur les grands courants d'idées qui, malgré la disparition de partis qui étaient leurs bras armés, n'ont pas disparu. On voit encore qu'il y a des sociolibéraux, des socialistes, des communistes que Roussel réveille avec un certain talent, le leader, j'ai envie de dire, le tribun communiste moderne. Très belle campagne. Tout à fait, ces grands courants existent toujours. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu en France, traditionnellement, 2 grands courants à la droite de la droite, que sont le nationalisme et le souverainisme. Très différents du conservatisme, du libéralisme, qui sont les courants traditionnels qu'on va retrouver dans la droite classique, qui serait aujourd'hui représentée par les républicains, si elle représentait encore une frange et des courants d'idées. Et le Front national, dans son nom très clair, a toujours pris pour sa part la représentation des nationalistes. On est sur la vision d'un État-nation, donc une nation qui soit une identité française, avec position sur l'immigration qui en découle, de protéger cet État-nation, et la volonté de faire un moule d'État-nation supérieur qui soit pensé avant toute chose pour un peuple et la nation qui le représente. C'est un modèle très 20e siècle. Puis il y a le souverainisme qui s'est développé, où les souverainistes ont toujours été éclatés traditionnellement entre le RPR et ses partis très à droite, qui a été représenté par des personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Philippe de Villiers, à un moment aussi, qui est avec le MPF, le Mouvement pour la France, où là on est moins sur l'idée d'un État-nation, mais on est sur l'importance, la souveraineté de l'État français. C'est-à-dire dans l'Europe, la France décide avant l'Union. On fait passer la décision française, la position française
avant la position des autres, mais on n'est pas sur un système isolé d'États-nations fermés qui correspondent à un peuple. Donc le souverainisme est une version plus ouverte du nationalisme, ce qui permet à ce souverainisme aujourd'hui d'embrasser plus large. Et sur les derniers sondages, on voit qu'Éric Zemmour est parfois devant Marine Le Pen, puisqu'il va chercher une nouvelle base sans nécessairement la vider de sa base. Puisque, attention, ce ne sont pas deux candidats qui se battent pour le même électorat, ce sont deux candidats qui mobilisent deux électorats différents. On a une gauche souverainiste de tradition en France qui était représentée pendant longtemps par M. Jean-Pierre Chevènement, qui était voilà, le leader de la gauche souverainiste. Donc voilà, le souverainisme est plus transversal que le nationalisme qui est une idée bien définie autour du modèle de la nation. Merci Jean-Baptiste pour cet éclairage qui en appelle sûrement d'autres. Chers amis, à très très vite pour la politique vue du Sud. Vous le savez désormais, c'est notre volonté de vous éclairer sur les grands sujets de notre société. À très très vite pour un nouveau talk politique. Merci.